Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui est une journée sur laquelle on va avoir des points critiques importants sur la partie analyse technique. Il va falloir aujourd'hui prendre des décisions tout simplement parce que on est vraiment ici à des endroits où le prix peut soit partir à l'explosion, soit tout simplement réellement marquer un repli plus important. C'est ce qu'on va voir entre la structure daily, la grande structure et la petite structure. Donc principalement aujourd'hui, je dirais qu'on va faire en grande partie de l'analyse technique. Et sur le fondamental, c'est également une journée importante puisqu'on aura les earnings de Nvidia qui sont relativement importants pour pas mal de secteurs dans la crypto, ce que je vais vous montrer tout de suite. Allez, intro. Alors, globalement, Bitcoin face au dollar en daily, je pense que tout est résumé dans cette figure. Nous avons ici un élargissement dans un élargissement. Vous voyez qu'on est à la croisée des chemins pour éventuellement perdre celui-ci. Je parle ici de l'accumulation qui est là et la petite figure, d'accord, qui est ici. Soit potentiellement, en fait, on vient faire un repli sur le bas de la grande figure. En tout cas, ça serait la première target ici à jouer pour ceux qui voient suffisamment rapidement, on va dire, ce signal. C'est-à-dire une perte ici de à peu près 4000$ sur BTC, soit on aura une jambe supplémentaire ici, et c'est ce qu'on expliquait déjà hier, qui pourrait nous emmener soit sur le haut de la figure, sous-entendu quelque part autour des 58 000$, soit déjà sur la partie supérieure d'une figure, enfin en tout cas de cette le haut de cette accumulation là. Voilà pour moi un peu la question du moment, c'est-à-dire est-ce qu'on perd tout simplement une trend, et comprenez bien ici que Bitcoin nous a déjà donné un petit peu des signaux dans ce sens-là, notamment sur le 4 heures, que je vais vous montrer ici, qui sont de dire que, vous le voyez ici, déjà on est sur le edge, on est au bord de la falaise, là-dedans. Pour l'instant, on y est là, et il a déjà dévié assez largement, et ça, c'était dans la journée d'hier. Hier, on a montré également que on avait une épaule, tête-épaule inversée ici. On a eu effectivement une cassure, mais qui, en 4 heures, n'a pas tenu. C'est-à-dire que ce niveau-là, 4 heures, n'a pas été cassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci, c'était une prise de liquidité. C'est pour ça qu'on met des niveaux avec une time frame horaire dedans. Ici, on aurait ouvert et clôturé une 4 heures au-dessus de ce niveau, on va dire que c'était boule, on partait pour une cassure et retest de cette épaule, tête-épaule inversée, sous-entendu vers les 53 000$, et vous voyez que ça s'est fait en très peu de temps, et en fait, il y a eu un rejet sur la 4 heures. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est une très belle résistance sur le niveau supérieur, et pour l'instant, en fait, finalement, on reste un petit peu dans ce range-là, voire même, vous l'avez vu hier, avec une petite déviation ici. Donc l'épaule, tête-épaule inversée est, on va dire, invalidée. En revanche, on avait ce petit élargissement ici dans la petite structure, on sera peut-être plus ici sur du 15 minutes, qui pour le coup, lui, a donné satisfaction puisque il a atteint sa target. Donc ici, ce qu'on a eu en fait, c'est non pas une épaule, tête-épaule inversée. Vous le voyez ici, cassure, on vient toucher la target et on dégage vers le bas. C'est non pas une épaule tête-épaule inversée, mais ce qu'on appelle en trading un SFP. Un SFP, qu'est-ce que c'est? C'est un Swing Failure Pattern. Ça veut dire que vous avez une pattern, une épaule tête-épaule inversée, là ici typiquement, et en fait, vous deviez avec ça faire une balançoire, un swing, donc là on avait établi la target, et en fait finalement, étant donné que le niveau n'est pas cassé, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste prendre la liquidité au-delà de ce point-là, on sort finalement tous les shorters de ce mouvement, tous ceux qui étaient garés ici, et derrière le prix fait sa raquette, et il vient chercher tous les longueurs, d'accord? On n'a pas réellement pris ce point-là, mais vous comprenez ici qu'on en a pris une bonne partie, puisqu'on est venu chercher quelque part quelque chose dans cette mèche-là. Qu'est-ce qu'on a fait ce faisant? En fait, on a couvert une imbalance qui était là, au-dessus. On a également pris la liquidité qui était au-dessus. Et on est venu chercher quelque chose dans cette imbalance qui était ici. Donc, superbe mouvement un mouvement d'essuie-glace. C'est, encore une fois, l'idée ici. C'est Sébastien de Carglass qui a changé vos essuie-glaces ici. Et là, ça marche, ça fonctionne très bien. Ça vient liquider littéralement dans les deux sens.
L'intéressant là-dedans, c'est qu'on ne vient pas non plus perdre ce niveau-là, d'accord? Donc vous comprenez que la zone de combat actuelle, de toute manière, est celle qui vous fera choisir une décision moyen terme, on va dire pour la semaine, une direction pour la semaine, ou une target, ou quoi que ce soit, ben c'est soit la perte de cette trend, mais surtout et également la perte de ce niveau-là en 4 heures, c'est-à-dire une ouverture-clôture en dessous du niveau orange que vous voyez ici, ou alors une ouverture-clôture, et j'insiste bien sur ouverture-clôture, c'est pas juste on clôture au-dessus, moi je fonctionne comme ça, le niveau doit être hard closé. Hard closé, ça veut dire une ouverture et une clôture. Donc zone de combat entre le 4 heures orange que vous avez en haut et le 4 heures orange que vous avez en bas, chacune de ces droites là vous disant en fait réellement la réaction qu'on peut attendre pour construire finalement la figure 4 heures qu'on peut attendre également. Quand je zoome un petit peu ici, donc ça on l'a dit, ça on peut l'effacer puisque la target elle a été touchée là-dedans, un SFP par rapport à l'épaule tête-épaule inversée, on ne va pas chercher, on avait une target sur cette épaule inversée je crois de 54 000 $, il me semble. On va regarder là. Donc vous le voyez ici, de la distance de la tête à la ligne de cou. On a fait la cassure ici. Et on était tout pile, finalement, sur les 54 200. Ça aurait été magnifique que de réellement aller chercher la target de cette TE inversée. Ce que personnellement, moi, je cherche, c'est ce mouvement-là. Maintenant, la question à laquelle va répondre le prix aujourd'hui, c'est est-ce que je vais ici ? Ou est-ce que je dégage en bas et je vais là, d'accord? Vous avez tous les signaux ici devant vous, et principalement trend ici, niveau 4 heures ici, niveau 4 heures ici, pour prendre la décision, d'accord? On cède ici de cette idée que BTC adore effectivement manger de la liquidité, et on cède ici bien évidemment également des petites structures, donc on a vraiment, vous le comprenez ici, on est à la jonction entre ce que peut nous dire deux choses qui semblent antinomiques, à savoir le chartisme et la liquidité. Assez souvent, on a ce type de SFP, typiquement, c'est-à-dire un swing failure pattern, ça arrive sur Bitcoin, tout simplement parce que là, on a croqué la liquidité, et derrière, en fait, le prix ne maintient pas le niveau, il ne tient pas ce niveau-là. Vous voyez qu'on a réintégré la zone de volume qui se trouvait là-dedans. Pour moi, c'est pas du tout antinomique à partir du moment où je fais la jonction entre les deux avec cette idée de liquidité temporelle. C'est-à-dire, on passe au-dessus du 4 heures, mais on n'arrive pas à le hard closer. Ok, à partir du moment où on a ici finalement cette clôture 4 heures qui est baissière, ce niveau-là à rejeter, c'est un SFP, d'accord? À partir de ce moment-là, il est intéressant de continuer soit dans le range, soit de jouer une structure baissière. Pour moi, à ce stade, et pour le moment, intraday, j'attends tout simplement que le niveau prenne que le prix prenne une décision, d'accord? Ça n'est pas perdu, puisque ça on peut le qualifier comme une 4 heures aussi, et ça on peut le qualifier comme une mèche également, donc ça n'est pas perdu pour le moment, et ça n'est pas cassé non plus, donc on est vraiment ici, encore une fois, entre deux eaux. Ether contre Bitcoin, on reviendra après, à la fin de la vidéo, sur, on va dire, les timeframes plus petites, bien évidemment. Ether contre Bitcoin qui, lui, nous donne finalement une continuation à la hausse. On vient casser ce niveau-là. Désormais, ce qu'on veut, c'est casser ce niveau-là et également casser cette trend. Mauvaise trend qui dure depuis très longtemps, mauvaise trend de distribution, bien évidemment. Si jamais Ether arrive à faire son break, on peut s'attendre à une accélération assez forte. Pourquoi? Parce que ça fait depuis septembre 2022 qu'on est en train de distribuer. Ether est en train de sous-performer Bitcoin à ce rythme-là, d'accord? Ici, on a une petite structure de retournement, vous la voyez ici avec ce W-là, qui est ici. Ce qu'on veut, c'est un W dans un W, c'est-à-dire venir casser ça, péter la trend. Je pense vraiment que si jamais on arrive à casser cette fameuse trend, à ce moment-là, c'est une accélération pour Ether contre BTC. Pour le moment, on a un BTC qui corrige et finalement un Ether qui semble moins corrigé, vous l'aurez compris. Ce parce que tout simplement BTC s'est retrouvé quelque part autour des... j'ai pas pris le bon là, excusez-moi. BTC s'est retrouvé quelque part autour des 51 000 $, je sais pas, je me rappelle plus exactement où était le dip ici, mais finalement Ether est en train de, lui, pour le coup, jouer sa grande figure, et il ne corrige pas autant que ce que le fait Bitcoin. Donc on peut s'attendre ici, potentiellement, et à une cassure de la structure sur Ether BTC, une cassure de la trend, une très belle performance d'Ether contre Bitcoin, en tout cas à minima jusqu'à ce point-là.
Derrière, c'est soit la correction sur BTC, retour autour des 2005 sur Ethereum, et peut-être même perdre la tendance qui est ici, la trend, donc revenir sur la zone des 1007 à 2000 $. Ça, c'est dans l'évocation possible à laquelle le Bitcoin reviendrait, par exemple, autour des 32K. Et elle est possible, on l'a pas pour autant totalement évacuée. Hein. Et à contrario, si on a un Ether qui en plus vient à casser ça, bah là pour le coup c'est extrêmement bull. Vous comprenez qu'on a une figure bearish qui casserait bullish. Et ça c'est extrêmement bull pour la suite. Personnellement, j'ai une target de Ether qui est relativement simple, entre 3005 et 4000 $, dans cette zone-là. Ce que je veux, c'est qu'Ether vienne rejoindre Bitcoin là où il est dans sa structure, c'est-à-dire à peu près par ici. Et pour le moment, c'est plutôt ce qui se dessine, donc c'est relativement correct de ce côté-là. Les autres altcoins, c'est-à-dire tout le monde, sauf la stablecoin et sauf BTC contre BTC, léger repli sur trend. Pour le moment, rien d'inquiétant. Hein. C'est un petit peu la même chose ici. On peut même ici, j'ai envie de dire, faire un repli jusque là. D'accord, que ça ne serait pas inquiétant. Et vous voyez que là, c'est la trend globale, en fait, quelque part, d'une certaine manière, d'accord. Donc, c'est pareil, il faut faire preuve d'un petit peu de créativité, mais d'une certaine manière, le vrai lot sur les alts, il est ici, d'accord. Un repli, ici, ne nous donne pas nécessairement un retournement de la tendance. Pour moi, on est sorti du territoire de la flat, ici, une plus grande flat que celle-ci, donc faire ceci. Maintenant, possibilité que ça arrive quand même, mais je ne pense pas que ça soit le cas, et je pense que les alts vont continuer à s'apprécier contre Bitcoin. On a ici créé ce W, la target dorénavant elle est autour des 533. Pour le moment on a cette jolie trend, alors là en l'occurrence elle pourrait être légèrement plus bas. On va aller voir où se trouvent les niveaux, notamment 4 heures, moi j'aime beaucoup les niveaux 4 heures. Et vous le voyez ici, j'ai quelque chose de vraiment intéressant, en termes de pareil, ouverture-clôture, on est quelque part par ici. Tac, niveau qui a été retesté hier, qui pour l'instant a tenu. On va voir ici si c'est quelque chose qui va tenir ad vitam aeternam. Donc le plus bas local, on va dire, ici sur les alts contre BTC, pour moi, pour l'instant, tient soit à ce niveau 4 heures, celui-ci est close, on peut le sortir, il a été cassé, hein, vous le comprenez. Ici, ça dégage. Derrière, j'ai un petit niveau encore en dessous, autour des 407. Très exactement là, qui par 2 fois a fait son job, c'est-à-dire qu'il a tenu le prix. On pourrait légèrement le monter. Voilà, quelque part par ici. Donc voilà les 2 niveaux que je surveillerai sur les alts. Si là, on a déjà eu le dip et que finalement ça repart, et vous voyez que ce niveau, il a finalement fait son job, hein, lui aussi. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 fois, 11 fois, voilà, enfin c'est un beau niveau. Tant que ça tient, je ne suis pas baissier sur les alts. Si ça ne tient pas, à ce moment-là, je suis baissier sur les alts à peu près jusqu'à cette zone-là, d'accord? C'est-à-dire ici. Là, j'ai ma trend en plus, j'ai mon niveau légèrement au-dessus, mais c'est pas grave. En dessous, donc on peut mécher légèrement en dessous. Un retour au 400, donc une perte de 10% des alts contre BTC, serait certes un beau nettoyage sur les alts en termes de liquidité, mais il ne remettrait pas pour autant en cause la tendance actuelle. Là où je trouve que c'est intéressant également, c'est sur les spreads CME, où on a beaucoup de shorts qui ont été ouverts. Donc les institutions soit ont pris des profits sur leurs longues, soit sont en train de passer short, ou en tout cas des longues ont été liquidées sur le CME. Donc ça nous dit une sorte de perte de momentum par rapport au fait que les institutions soient littéralement en mode long only dernièrement sur notre ami du CME. Ensuite, toujours en 4 heures sur la stablecoin dominance, pour l'instant la tendance est toujours baissière. Je pense qu'on a une jolie trend ici aussi, vous le voyez. Ici, sous-entendu, qu'est-ce qu'on a? On peut même éventuellement considérer qu'elle est cassée, retestée, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a? On a une stablecoin dominance qui casse une trend, en fait elle avait une trend assez agressive ici, encore plus agressive ici, et là pour l'instant, bon, elle est en train de dégueuler dessus, mais on a une cassure retest éventuelle de cette trend là. Donc attention à ça, ça pourrait vouloir nous dire la stablecoin dominance va un petit peu dériver sur le côté,
comme ceci, on a un niveau en tout cas, revenir éventuellement tester ces niveaux-là, ça veut dire un dip plus important sur la crypto, et ça c'est dans le scénario où on perd la Q sur Bitcoin, celle du gros élargissement, et soit la stablecoin dominance nous donne quelque chose comme ça, ce qui encore une fois ne deviendrait pas baissier à moyen terme, on va dire. Quand j'entends moyen terme, c'est du trade en swing d'une petite semaine. Serait baissier sur l'intraday et on aura ici également éventuellement le signal. Attention, si la stablecoin dominance venait à casser également cette trend là, et bien à ce moment-là on aurait ce point pivot là sur les deux trends qui serait une target et ça serait autour des 8%, ça nous ramènerait à peu près au niveau du 6 février sur Bitcoin à dominance égale, et revenir au niveau du 6 février sur Bitcoin nous emmènerait où ? Quelque part sur la zone des 43 000 $. Donc, si je vois personnellement que on casse également celle-ci, bon, là on vient de casser celle-ci, mais qu'on casse également celle-là, à ce moment-là, j'aurais tendance à viser 43. Pour le moment, sincèrement, je ne vise que 48. C'est-à-dire, finalement, une stablecoin dominance, et vous allez le voir ici, je vais vous le montrer. Si je devais viser encore une fois quelque chose, moi j'aime bien faire ça, c'est-à-dire j'évalue ici, comme ça, pour trouver un peu un point pivot entre les deux. J'imagine, on va dire ça comme ça. J'imagine qu'on avait une distribution ici encore plus agressive que celle-là, finalement. Et on a cassé celle-ci. Je me dis que si jamais on casse pour le coup celle-là, ma première target, elle serait plutôt autour de ce qui s'est passé autour du 14 février. Et je pense qu'au 14 février, on devait être autour des 48 à vérifier. Mais sans vouloir dire de bêtises. Ouais, 49. On va dire le bas du 14 février ici, 49, 50 000 quasiment. À dominance égale toujours. Ouais, plus que 48, donc du coup. Qu'est-ce que ça nous dirait ? Ça nous dirait une stablecoin dominance qui continue à prendre, en fait perdre finalement ceci. Et éventuellement revenir encore une fois sur cette zone ici, 48,5, quelque chose comme ça. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas ce signal-là. Ce signal-là n'est pas actif. Je pense qu'on l'aura en même temps. C'est-à-dire si jamais on perd ça, là, et que en même temps on casse la petite distrie sur notre ami de la stablecoin dominance, à ce moment-là, c'est ce qu'on pourrait avoir. Allez, 20 minutes d'analyse technique, on va passer sur la news. Concrètement, qu'est-ce que j'ai retweeté dernièrement ? L'implant Neuralink qui finalement a bien fonctionné, le patient se porte bien et il arrive à contrôler avec ses pensées une souris. On a fait tout un sujet là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce sujet sur Neuralink. Ici, ce soir, c'est les earnings de Nvidia. Et je trouve que cette image parle d'elle-même et c'est vrai que c'est un peu ça. On a Nvidia qui s'accroche finalement à la poignée et qui pourrait emmener avec lui AMD, Tesla, Microsoft et Apple si jamais les earnings ne touche pas ce qui devrait être fait. Et là, on parle de 20 milliards, donc les earnings, on est quand même sur une attente d'une multiplication par 3 par rapport à 2019, donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Et voilà, après, le reste, c'est un petit peu de la blague ou des sujets qui n'ont rien à voir avec la crypto. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne pour avoir ces informations un petit peu en temps réel. J'en profite également pour vous parler bien évidemment des liens d'affiliation, toutes ces choses-là, avec la chaîne que vous pouvez rejoindre. Notamment ouvrir un compte BitGet ou notamment les t-shirts que je produis qui sont en description également de la chaîne ou alors tout autre moyen d'aider la chaîne. Je propose pas mal de liens affiliés sur des bouquins sur Amazon, etc. Ce genre de choses. Tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque et cette année on a eu la chance de pouvoir payer l'opération entière d'un enfant à hauteur de 12 000 €. Ça chauffe un peu en Russie en ce moment par rapport à la prise de Avdiivka. Il faut comprendre que Avdiivka était la plus grosse place forte d'Europe d'une certaine manière et que la perte de Avdiivka déjà met à l'abri un peu Donetsk des bombardements, mais surtout ouvre la porte. Désormais, on va dire que la Russie est à peu près 70 km des frontières du Donbass, ce qui est a priori ce qu'elle veut à minima, on va dire, annexer, et ce qu'elle a déjà d'ailleurs annexé.
Donc on peut peut-être s'attendre désormais à ce que la zone s'enflamme un petit peu pour aller recouvrer tout simplement les frontières de l'Oblast de Donetsk et Lugansk, et en fait finalement tout ce qui compose on va dire le Donbass dans sa partie générale. Est-ce que la Russie va vouloir aller jusqu'à Odessa, c'est-à-dire couper l'accès à la mer, hein, tout simplement pour protéger la Crimée notamment, et protéger son accès aux mers chaudes, hein, qui est conditionné au fait que la Crimée reste russe. Ce d'autant plus qu'il y a encore de ça 2 jours, des drones sous-marins ont coulé un bateau russe, un navire de débarquement, on peut imaginer que c'est le cas. C'est-à-dire ce qu'on appellerait plutôt la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire finalement toute la partie russophone. Si vous regardez d'ailleurs la carte de ce qu'avaient voté les gens en 2014, pendant la Révolution Orange, vous voyez que toute la partie qui était finalement on va dire, Révolution Orange, correspond à peu près à ce que on pourrait penser comme étant la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire finalement aller jusqu'à la... j'ai plus le nom du fleuve là, mais... jusqu'à Kherson, et tout ce qui avait déjà finalement été pris avant, mais également un petit peu plus loin, jusqu'à Odessa finalement. Donc c'est-à-dire s'installer de l'autre côté de la rive du Dniepr. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Pour le moment, ça paraît très complexe. Pour le moment, on est également toujours en hiver, donc on est en période un petit peu de dégel, on va dire. Mais ça pousse assez fort du côté de Robotiné, tous ces endroits-là. Ether qui tape les $3000, et vous voyez que c'est plutôt pas trop mal préservé sur cette zone-là. Donc ça, c'est extrêmement intéressant sur des spéculations d'ETF. Hier, on a eu une journée mi-figue, mi-raisin, je dirais, sur les inflows. On a eu des très gros inflows sur certains ETF. On a eu des gros outflows de Grayscale BTC. Voilà, pour moi, c'est pas non plus la journée du siècle, mais c'était quand même une journée où il y a eu pas mal d'ETF achetés. Circle qui arrête de minter de l'USDC sur la blockchain Tron. Donc l'USDC en TRC20 c'est fini. Et donc du coup là on peut peut-être voir effectivement une volonté américaine de plutôt on va dire mettre des bâtons dans les roues de Justin Sun, qui bien sûr a créé la blockchain Tron. Moi, je suis positionné sur Tron. Il a très très bien résisté en fait finalement en bear market. Hein. Quand on regarde la structure de Tron contre Bitcoin, il a plutôt pas mal résisté. Cela dit, maintenant, il est un petit peu flat. Je pense que sur l'investissement que j'avais fait, je dois être autour des 50% de gains. Donc voilà, c'est un asset que personne n'aime, mais qui finalement a une certaine valeur. Hein. Vous le voyez d'ailleurs, vous utilisez souvent la blockchain Tron pour effectivement faire des mouvements en stablecoin. Donc, à voir. Chaque institution va désormais commencer à détenir des cryptos de la part de Brian Armstrong, le CEO de Coinbase. La guerre en Ukraine qui tourne en faveur de Poutine après plusieurs mois, on va dire, de guerre d'opposition. La Turquie qui revient d'une période de froid avec l'OTAN et les moves des F16. Ça, je suis pas trop au courant, donc du coup, je vais pas en parler. Les investisseurs qui ont peur de ces paris de volatilité short, et là encore une fois on en revient aux earnings de Nvidia qui vont beaucoup nous dire... Alors, les earnings de Microsoft avaient été plutôt bons, les earnings de Apple avaient été plutôt bons. Encore une fois, quand je vous montrais tout à l'heure cette photo, c'est là que c'était intéressant. Pour moi, toute la bulle autour de l'intelligence artificielle tient sur ce qui va se passer ce soir à la clôture et quels vont être les earnings de Nvidia. Il y a une bonne partie en tout cas, puisque c'est un leading indicator. Hein, quand vous tradez un secteur, c'est très très bien de trader le leading indicator, de bien se renseigner sur l'indicateur leading, hein, le premier indicateur. Et pour moi, Nvidia, donc les puces, les GPU, les semi-conducteurs, est littéralement un leading indicator de ce qu'il pourrait se passer par la suite. Comprenez bien qu'une multiplication par 3, puisque en 2022 on était à 6 milliards, alors 2022 c'était pas une année ouf non plus parce qu'on avait tous les problèmes de supply chain, mais une multiplication par 3 à ce stade, donc d'aller à 20,37 milliards de gains,
justifie presque quelque part la multiplication par 3 en termes de market cap de Nvidia. Et il faut bien comprendre ici, je vous le montre là, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue non plus, mais que Nvidia est rentré là, avec ses 1,7 trillion de capitalisation boursière, il est rentré dans le top 7 de tout ce qui est le plus capitalisé au monde, à savoir Saudi Aramco, qui va être 2 trillions, et c'est normal, puisque c'est toutes les réserves de pétrole saoudiennes, plus ou moins. Apple et Microsoft qui sont 2 et 3, le gold en premier. Silver qui est 8e, Meta qui est 9e, et Bitcoin qui, dernièrement, est passé devant Tesla, TSMC, Eli Lilly et Berkshire Hathaway, qui est le fonds d'investissement de Warren Buffett. On est au trillion, là, sur Bitcoin. Il faudrait pas grand-chose, hein, plus 30% pour déjà venir tutoyer le Silver. Voilà, est-ce qu'un jour Bitcoin sera premier? En tout cas... Voilà, il faut bien garder à l'esprit ici que sur Nvidia, je ne me rappelle plus également concrètement d'où on est parti, mais... allez, du plus bas, on était ici autour des 250 milliards, on va dire que, entre guillemets, c'est pas le juste prix, mais quelque part par ici, on serait à peu près au juste prix. 500 milliards, on a finalement multiplié par 3, mais les revenus ont été multipliés par 3, d'accord? Donc, on a l'impression... Enfin, c'est une bulle. C'est une bulle, littéralement c'est une bulle. C'est pas on a l'impression que c'est une bulle, c'est une bulle. Maintenant, des bons earnings, tout simplement nous emmènerait à dans 3 mois. Quels seront les earnings dans 3 mois? Et ça peut continuer à nous donner du jus pour nos altcoins qui sont elles-mêmes autour de l'AI. Nvidia a perdu 6-7% hier. Donc peut-être que le marché est en train de vendre finalement cette news. Cela dit, si jamais ils sont dans les clous au niveau des earnings, on pourrait continuer à pousser. Ça ne serait pas choquant. Beaucoup de liquidations hier, hein. On parle ici des liquidations, j'en profite pour vous dire, mettez un like sur la vidéo si le contenu vous plaît, c'est pas mal de temps passé tous les jours et c'est finalement une juste rétribution. Même si vous regardez sur une télé, prenez le temps d'aller prendre le téléphone ou autre, ou avec la télécommande, venir mettre un petit like. 275 millions de liquidations hier, ça veut dire que c'est une journée qui, somme toute, est à peu près 3 fois plus importante que d'habitude, hein, on va dire ça comme ça. Ça tient à cette raquette de liquidation que je vous ai montré tout à l'heure dans les deux sens. 120 millions sur Bitcoin et Ethereum, on est à peu près à la moitié, donc on est dans la normalité. Je mets en pause une petite seconde. Le carnet d'ordre, et ça on l'a dit également, qui finalement était plutôt vide en haut. Est-ce qu'on a échoué sur la zone des 53? Oui. Hier, je vous avais dit, il y a pas mal d'ordres à la vente aux 53 000. Ils n'avaient pas bougé d'ailleurs. 180 bitcoins, c'est pas non plus énorme, mais il y en avait pas mal. Par contre, à la baisse, ici, vous voyez qu'il y en a 220 bitcoins qui ont changé de main sur ce dip-là. Donc plutôt du rejet en haut sur le carnet d'ordre, là où on avait à peu près 200 bitcoins à la vente, c'était le plus gros ordre hein, autour de tout ça. Par contre, on a réussi à traverser les 200 bitcoins qui étaient ici positionnés à l'achat, pardon. Puisque, oui, voilà, vous avez rectifié par vous-même. Hein. Parfois, j'ai des fois, je regarde très peu, je re-regarde très peu les vidéos, mais parfois, quand j'en regarde à nouveau pour retrouver une information, puisque pour moi, c'est un petit peu comme un journal, eh bien, je me rends compte que j'ai des petits, je dis shorter à la place de longueur, etc., mais je sais que vous êtes suffisamment intelligent pour rectifier par vous-même. Alors... gros épisode ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, déjà on a pris les deux niveaux qu'on avait mis ici en price action et ils étaient tous les deux en 2 pixels. Ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, on n'a pas eu cette intelligence là hier de dire en fait finalement ça va liquider dans les deux sens, encore que, enfin moi je le voyais plutôt juste venir prendre ça et rebondir, on a eu un excès. Pourquoi pas? Comment on s'est positionné depuis qu'on a fait la vidéo hier? Eh bien c'est relativement simple, hop, on va enlever ça et enlever ça. Donc là, on avait vu monter de l'open interest, etc. Il y avait effectivement peut-être des choses à prendre dans ce sens-là. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord une structure qui descend fort avec un funding qui descend fort également et beaucoup de liquidation. Hein. Je pense que principalement, hier, on a liquidé du long et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a déchargé un petit peu le train. Ensuite, j'ai une structure qui monte, un funding qui monte, mais très légèrement. Et ensuite, finalement, j'ai pas d'énormes anomalies. Ce qu'on peut voir là pourtant, c'est que ça distribue un peu plus là-dedans. C'est-à-dire que j'ai une baisse de l'open interest et vous le voyez, on était sur des niveaux assez conséquents, 10 milliards, on revient à 9,58, ce qui est encore un niveau assez conséquent. Mais si jamais d'aventure on était en bull run, ça serait normal que Bitcoin vienne à accepter des niveaux d'open interest plus importants, plus de gens positionnés tout simplement sur la crypto.
Donc, ce qu'on peut voir ici pour moi, c'est que je pense que dans cette zone là, on a pas mal de longues qui ont pris profit. Des gens qui ont longué là et qui ont pris profit, ça c'est cette petite bosse ici sur l'open interest, ça c'est une première chose. Et également des longues précédents qui étaient des longues de position sur le niveau précédent, qui se sont un petit peu fait peur sur la perte finalement de ce niveau et qui se sont dit bon bah ok, je vais prendre mes profits dans ce que c'était précédemment. J'ai pas vraiment ici, encore une fois, de dissonance entre ce que dit le funding et ce que dit le prix. On est vraiment ici sur quelque chose qui me semble plus ou moins logique. On est au 0,01 de funding, donc du coup, on est dans des zones relativement neutres. Gros achat market ici, donc ça a été un mouvement qui a été poussé par le spot. Ça ne veut pas dire nécessairement que... vous comprenez que pour manipuler les futurs, il faut manipuler le spot aussi. Hein. Donc si je sens que ça vaut le coup, je suis market maker, je me dis bon, j'aimerais bien liquider tous les shorts qui sont en haut. D'abord pour construire une position short plus importante, mais également parce que ça fait un bon petit moment que je suis en train de me bouffer finalement tous les contrats inverses. Hein. Ici, j'ai été obligé de longuer depuis un certain temps. Donc du coup, je suis majoritairement long, je suis market maker, j'achète du BTC market, je manipule le prix pour le faire venir prendre la liquidité qui était dans cette zone-là. En face, je vais être obligé de prendre toutes les positions inverses puisque je liquide ici. Donc j'ai la contrepartie de mes positions qui est là. J'ai une belle position short qui s'est positionnée en face et derrière le marché dump. Ok. Si jamais il y avait eu des prises de profit majeures sur les shorts, pour moi, on aurait augmenté un peu plus ici. C'est pas le cas pour moi. Donc voilà, je considère vraiment ici que on n'a pas réellement de liquidité, ni dans un sens ni dans l'autre. On va aller voir les bulles de liquidité pour voir si j'ai plus ou moins raison. Alors, ce qu'on peut voir, c'est pas tellement... on va mettre à jour ici 9h53, non c'est bon, ça a l'air pas mal. 8h19 UTC, ah là il y a un souci par contre, excusez-moi je mets en pause. Voilà, alors là on voit très bien cette très jolie raquette de liquidation. Personnellement je trouve que j'ai du monde en haut ici par rapport à en grosse position. Ça peut être nos fameux market makers justement. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une poche de liquidité qu'on va nécessairement revenir la prendre à partir du moment où ils ont l'argent de défendre aussi plus bas. Mais ça peut être aussi une position qui va être revisitée bientôt. Donc ça on va bien... on voit que le prix se retourne sur l'ouverture d'une grosse position longue ici. On vient la chercher. Derrière ça cherche à trouver le dip parfait. Hein. Vous le voyez ici sur les bulles qui sont nouvellement créées hein, puisque c'est finalement un peu un couteau qui tombe. On trouve finalement du support par ici. Donc ce qui a été défendu, c'est plus ou moins ces positions qui sont là. On dirait pas là, mais c'est quand même des bulles assez conséquentes. Donc cette poche de liquidité là, c'est défendu. Cette poche de liquidité là a très bien marché puisque c'était un SFP, encore une fois. Et la bonne direction ici, en tout cas pour intraday, elle était plutôt short. Ensuite, pardon. Le prix fait son retracement pour sortir les retardataires. Et puis derrière, il n'y avait pas forcément ici énormément non plus de positions à venir chercher dans la poche de liquidité inférieure, mais le prix le fait. Donc très bel essuie-glace de liquidation, encore une fois. Est-ce que c'est terminé ou pas? Pour moi, je vous ai donné tous les niveaux en début de vidéo qui peuvent nous dire qu'on va plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre. Également ici sur Ether, c'est très propre, vous voyez, on vient chercher la poche de liquidité là-dedans. Quand on fait la descente, et Ether ne fait pas un nouveau plus bas, contrairement à Bitcoin ici, hein. Bitcoin il est quasiment redescendu par là, hein, finalement. Ether vient prendre une poche de liquidité qui avait été créée sur la montée. Ici, il revient chercher finalement ses shorts, la petite poche de liquidité qui était en haut. Il a tapé du coup 3034 $. En dessous, il se retourne, il vient prendre la liquidité inférieure. Pour moi, pas vraiment de sens d'aller là. Maintenant, on se dirige plutôt en haut. Mais voilà, sur Ether comme sur Bitcoin, hein, pour moi, je peut-être potentiellement plutôt haussier sur cette zone-là quand même. Maintenant, je vous ai donné encore une fois les niveaux. Vous voyez ici que qu'est-ce qu'on a fait dans la 7 jours. On est venu croquer un peu du point chaud qui était dans la zone supérieure. Quelque part, il a été défendu et il a même profité de ce point chaud pour peut-être ouvrir des positions supplémentaires. Et ensuite, on vient tutoyer le point chaud du bas, mais sans venir le prendre non plus.
Le funding est plutôt neutre, donc globalement on peut estimer que c'est du 50-50, et c'est ce que j'ai expliqué hier également, et finalement le prix nous a bien donné cette idée du 50-50. Bon, j'ai autant de liquidité en haut qu'en bas, je vais aller en croquer un peu en haut, je vais aller en croquer un petit peu en bas, puisque vous voyez qu'on avait créé ici quelque chose, ce qui est le plus frais a été pris ici. Maintenant ce qui date de 5, 6, 7 jours pourrait être pris à nouveau, c'est-à-dire un passage sub 50. Ethereum... lui pour le coup il est franchement chargé en liquidité en bas. Ça serait peut-être pas mal pour étayer mon propos, puisqu'on a quand même pas mal parlé d'Ethereum ici là-dedans, et ça fait un moment que j'ai pas fait l'analyse de son funding, puisque maintenant j'essaye de raccourcir les vidéos, même si j'y arrive pas forcément tout le temps. Le funding est quasi neutre sur Ether, c'est très propre. Vous avez beaucoup, ce que je veux dire c'est, oui, on prend de l'open interest, etc., mais vous voyez que le funding est à 0,060. On n'est pas, iBlock n'est pas dynamique, et c'est ce que j'aime dans iBlock d'une certaine manière, c'est-à-dire que moi j'aime pas trop tout ce qui est Kingfisher, etc., toutes ces choses-là, parce qu'ils essayent de dire telle ou telle personne a fermé sa position, etc. Moi je préfère avoir ma propre vision, c'est-à-dire où pourraient se trouver les liquidations, mais où en est le funding également. Donc là, vous voyez qu'on vient de regarder le funding, on voit que le funding est plutôt neutre, donc c'est pareil en ce qui concerne Ether. Où est-ce que j'ai de la liquidité fraîche, on va dire ? Est-ce qu'elle est plutôt chez les shorts ou chez les longues, étant donné que le funding est plutôt neutre? J'ai une petite poche de liquidité à 2888, mais sincèrement, en funding neutre, je peux tout aussi bien aller au-delà des 3124. Ce qui est vraiment très frais, le plus frais pour moi ici, ça serait peut-être un petit dip supplémentaire autour des 2900, et derrière, en 12 heures, vous voyez que le sentiment sur Ether reste quand même pas mal shorter. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo, on va tout de suite se mettre sur du 15 à peu près, quelque chose comme ça. C'est un range. On avait dit, on avait eu la prise de liquidité au-dessous. On avait dit, on n'a pas eu celle qui était au-dessus. Désormais, on l'a eu. Malheureusement, pas toucher les targets qui étaient un petit peu plus, légèrement plus importantes, mais toucher les targets de tout ce qui était petite structure, c'est-à-dire ici, là-dedans. Ensuite, le prix s'est retourné assez fortement. Il vient néanmoins nous garder cette 4 heures-là. Pour l'instant, j'ai une descente qui semble très algorithmée, très propre, on vient chercher quelque chose ici, vous l'aurez compris sur le prix, quand vous avez une descente ici qui est très propre comme celle-ci, ça veut dire que le prix est en train d'aller chercher un endroit, et globalement, j'aurais tendance à dire, on est là en 15 minutes, si on pète ça déjà sur le 15 minutes, ça restera suffisamment haussier pour pouvoir se dire que donc une ouverture-clôture au-delà de cette trend en 15 minutes pourrait éventuellement nous ramener vers ce niveau 4 heures là, et peut-être potentiellement une cassure de ce fameux niveau. On a un tout petit peu de short ici, mais surtout on a du short résiduel qui était là, au-dessus, qui n'a pas été touché. On l'avait vu sur la 7 jours, vous vous rappelez, quand on a regardé les points chauds. Donc pour moi, tant qu'on tient ça, il est possible qu'on sorte de tout ça par le haut. Pour ça, il faudra casser ça, la distribution 15 minutes qui est ici. Mais je suis plutôt confiant sur le fait qu'on va le faire. La question maintenant, c'est qu'est-ce que le prix est en train d'aller chercher là-dedans? D'accord, encore une fois, une descente très canal, vous le voyez ici, très algorithmée. Qu'est-ce que le prix est en train d'aller chercher là-dedans? Est-ce qu'il a déjà fait son job là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que... Je vais vous descendre sur du 3 minutes, allez, on va dire. N'hésitez pas à aller regarder le prix en 1 minute, il n'y a rien de... Il n'y a rien de risible à ça, je veux dire. Hop, on va se mettre ici. Et ben pour le moment, quand je regarde le 3 minutes, j'ai plutôt une compression, d'accord. Compression, souvent, c'est une figure de continuation, donc attention, on peut aller plus bas ici. Néanmoins, si on tient l'accumulation qui est celle-ci, on va se mettre même en 1 minute pour avoir vraiment quelque chose d'intraday. Là, on est vraiment sur... Que se passera-t-il aujourd'hui? Est-ce que je peux prendre un petit trade qui va être payant pour éventuellement me dire qu'on est sur trend, ça devrait tenir, etc. Même on pourrait la mettre un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire par là. Voilà, là je trouve qu'on ne mèche pas trop en dessous, on a un max de touches, c'est pas mal. On se met ici une petite traîne 1 minute, et là pour le coup,
Si on perd ça, j'aurai une préférence pour une direction vers le bas. Si en revanche on casse ceci, j'aurai une préférence vers une direction vers le haut. Ici également, et ça m'intéresse, niveau 1 minute qui se trouve là. Niveau 1 minute, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit si j'arrive à casser ça, qu'est-ce que j'ai mis en place finalement, sauf si c'est une toute petite prise de liquidité, un SFP. Hein, encore une fois, il y a toujours la possibilité d'un SFP. Si à ce moment-là j'ai un SFP, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai un flag, un bear flag. On continue, d'accord? Si c'est un SFP, ben finalement on le verra, alors peut-être plus sur une time frame 5 qu'une time frame 1, il y a beaucoup de bruit en 1 minute, mais là ici voilà, vous le voyez, je suis descendu sur du 5, j'ai quelque chose de plus précis, je me mets là, je change mon niveau, je le mets en 5 minutes. Ma décision consistera à dire, si on arrive à ouvrir et fermer une 5 minutes au-delà de ce niveau-là, ce faisant et en même temps qu'en plus on arrive à casser vers le haut, à ce moment-là je suis plutôt longue pour la journée. Si en revanche je perds ici cette 1 minute, qu'on pourrait qualifier comme étant une 5 aussi, encore une fois, c'est pas dérangeant d'aller voir le prix en 1 minute, mais privilégier quand même des choses. En 1 minute, on peut faire très peu de choses. En 5 minutes, on a déjà un petit peu plus le temps de faire d'autres choses. Mais voilà, est-ce que je sors de cette compression via la mise en place finalement d'une sorte de triangle rectangle que vous voyez ici? C'est-à-dire, je ne viens pas liquider mes longues. J'ai cette figure qui finalement casse sa résistance, permet une petite cascade de liquidation des shorts retardataires qui étaient dans cette structure et à ce moment-là me permet à minima d'atteindre la target, mais quand j'active, vous le comprenez, cette target-là, ici, donc le triangle rectangle, c'est un swing, hein, c'est un petit peu comme d'habitude. Donc revenir dans cette zone-là, où on a une belle résistance aussi, vous le voyez, là c'est pareil, je pourrais vous mettre un niveau 5 minutes à peu près par là. Déjà, j'ai peut-être plus ou moins ma direction pour la journée, qui serait de dire, je prendrais quelque chose à 51,7 si ça casse, ou je prends quelque chose tout de suite, hein, je peux prendre la décision de le faire tout de suite, pour à minima venir reprendre 52,100. Si on passe 52,100, je laisserai traîner un runner pour éventuellement venir jusqu'à 52,4. Qui est une belle résistance, donc attention, hein, en 4 heures, mais si jamais on casse 52,4, à ce moment-là, j'aurai peut-être effectivement l'opportunité d'aller un petit peu plus haut, etc. Pour moi, ça remet pas en cause la structure ici, ça remet en cause totalement par contre l'épaule tête-épaule, ça c'était un joli SFP, donc du coup, bon, néanmoins, il a touché la première target, hein, encore une fois, qui était celle de cet élargissement. Voilà, ça c'était un joli SFP. Derrière, j'ai des chances de soit venir perdre ça, soit venir perdre ça. Où se trouve la liquidité? On l'a vu, on a un funding plutôt neutre. On a pas mal de liquidité ici. On a pas mal de liquidité. Elle est légèrement plus en dessous, hein, si je me souviens bien. Elle n'est pas tout de suite ici. Voilà, elle est légèrement plus. Elle est plus désormais autour des 50 600. Si vous voulez, je vous dessine les boîtes, hein, tout simplement. Et encore que c'est à peu près ça, 50 600. Pourquoi je ne l'ai pas vu tout à l'heure? Oui, d'accord. Oui, c'est ça, d'accord. Autant pour moi. Donc du coup, globalement, ici, j'ai de la liquidité. D'accord. Et on va faire ça bien. Elle est à peu près jusqu'à 40 700. Et derrière, j'ai de la liquidité du plus haut jusqu'à 54 400. Et j'ai dit quoi au premier? 49 850, 49 700. Donc là, 49 700, on était pas mal. Ça, c'est bien entendu de la liquidité. Et j'ai à peu près la même chose en haut, au-delà des 50,3, donc au-dessus de ce point-là. On va nettoyer un peu ça. Excusez-moi, du coup, je fais ma sauce devant vous. D'accord. J'ai de la liquidité qui est légèrement ici au-dessus, et on a parlé des 54 400, il me semble. Où se dirige le prix? Pour moi, plutôt en haut, aujourd'hui, c'est-à-dire 54,4. Tant qu'on tient ça. Si on perd ça, on ira jouer ça. Voilà, c'est tout simple. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est vous voyez qu'on fait la jonction finalement. Temporalité, grâce à la price action, et j'ai envie de dire grâce au niveau temporel et au trend temporel que je vous montre un petit peu tout le temps. Hein. C'est vraiment ça ici, une technique qui, moi, me permet d'articuler finalement tout ce qui va être chartisme, liquidité, tout ensemble, en fait, tout le système de trading est très cohérent comme ça. On va voir la liquidité grâce à iBlock parce que ça nous donne effectivement les poches et on sait du coup quelles peuvent être éventuellement les targets. Quand on a un bon alignement entre les deux, là par exemple, je trouve que c'est plutôt propre.
On se dit que oui, ça peut être le prochain mouvement. Et puis également, on est très early sur les signaux grâce au trend, hein, c'est-à-dire que ici, alors c'est pas toujours exactement ce qu'on avait pensé qui se met en place, mais pour le coup, ça gagne beaucoup plus que la moitié du temps, hein, et c'est ça l'idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Pour le moment, on est toujours dans ce range, hein, et d'une certaine manière, j'ai attaqué la vidéo en vous disant, la résolution, elle se trouve entre ça et ça, en 4 heures, du coup. Ici, pour le moment, ça n'a cassé nulle part en 4 heures. Je pense sincèrement que cette très jolie compression sur le côté ici, et vous comprenez que c'est une correction, ça. C'est la correction de ça. Soit elle se termine là, c'est-à-dire que c'est une flat, globalement A, B, C. Ok, vous avez votre flat là sous les yeux, hein, un range c'est une flat, et là on repart plus haut. Soit elle a une dimension plus importante, peut-être une flat étendue, etc. Toutes ces choses-là. Cette correction ici sur le côté en range, et ben finalement nous donne une prise du range par le dessous, peut-être pour venir chercher quelque chose. Là on a une jolie imbalance, on en a couvert une bonne partie, mais on a une jolie imbalance. Soit tout simplement c'est une figure de continuation, cette correction est terminée, etc. Je pars plutôt du principe pour le moment qu'on a eu notre flat et que c'est bon, c'est parti. Vous voyez qu'elle est même très légèrement penchée vers le haut, comme ceci. Mais c'est propre. Pour le moment, je pars plutôt de ce principe-là, c'est-à-dire que j'aurais tendance à continuer à viser finalement 54. 54,4 même. Néanmoins, si ce signal-là est en train de casser, je switch mon biais et je passe littéralement sur une prise de liquidité plus en dessous. Je trouve le funding relativement neutre. Je trouve que le prix est au milieu de deux choses différentes. Pour le moment, j'ai envie de dire... Vous voyez ici là qu'on est peut-être en train de clôturer la 5 minutes dont je vous parlais tout à l'heure. On va voir si c'est le cas. Et pour le moment, on n'a pas la clôture. Il faudrait que je reste un petit peu en ligne. Pour le moment, on a juste une... Vous comprenez ici l'idée du hard closing. C'est-à-dire, j'ai ça. J'ai ça qui est en train de passer en dessous. On va probablement... Il est 10h09 là. On va probablement faire une clôture dessous. Mais pour le coup, là-dedans, j'ai ma prise de liquidité. Si j'articule, donc on oublie le triangle ascendant, bien sûr. Là, vous voyez, on vient de terminer. J'ai eu mon ouverture. Ce que je veux voir, c'est que dans les 5 minutes, le prix réintègre tout simplement la trend qui est celle-ci. Dans ce cas-là, j'opte pour une prise de liquidité. Si jamais, à l'inverse, la réaction n'est pas bonne quand on aura pris de la liquidité sous le dernier plus bas, qui est là, c'est-à-dire que j'ai pas soit un double bottom, soit quelque chose qui se reprend, à ce moment-là, je pars du principe de dire « Ah, attention, mon niveau à surveiller, désormais, c'est celui-ci. On se redirige vers le 4 heures qui est là. On peut mécher largement dessous. Donc, attention à ça. » Voilà, vous comprenez ici l'idée. En tout cas, pour moi, rien d'inquiétant à ce stade. Et voilà, on va voir ici la suite, encore une fois, très beau niveau ici de rejet. Ce qu'on veut, c'est que désormais, dans les 5 minutes, tout ça se reprenne. J'ai presque envie de mettre en pause et d'attendre la réponse. On va faire ça. Ok, donc j'ai ma réponse, vous le voyez ici, le niveau a été, la trend a été hard closée. On a également ici, même chose, hein, c'est toujours pour étayer l'analyse, un niveau 5 minutes qui était à peu près par ici, qui a été hard closé lui-même. Si jamais je voulais avoir une réponse plus large, j'irais passer ça en 15 minutes, etc. Mais moi, je trouve que c'est pas extrêmement intéressant. À partir du moment où j'avais posé un critère de décision, à ce moment-là, mon critère de décision ici est plutôt vers le bas. Mais vous pouvez, si vous voulez attendre des endroits, etc., changer là, ici, ça pour du 15. Hein. Moi, j'aurais tendance à pas le faire à partir du moment où je m'étais positionné sur du 5, c'est-à-dire plutôt un trade sur la journée par exemple. Voilà, c'était pas nécessairement ici quelque chose que je vais aller chercher. D'ailleurs, et là par ailleurs, est-ce que je peux me demander qu'est-ce que le prix est en train d'aller chercher? On a parlé de cette descente algorithmée extrêmement en canal, etc. On peut estimer ici peut-être, et là vous comprenez que j'ai mis la 12 heures sur iBlock, donc la liquidité ultra fraîche, et que le prix est en train de venir chercher plus ou moins cette zone-là, c'est-à-dire 51 250 à minima. Donc voilà, pour le moment, moi, pour la journée ici, je ne suis pas en position, mais en tout cas, je vais regarder, est-ce que j'ai quelque chose autour des 51,2 qui pourrait effectivement tenir, ou quoi que ce soit. On est là en 15 minutes, voilà, un petit niveau par ici. Ça me dérange pas trop qu'on mèche sous cette trend-là, on l'a déjà fait ici. Par contre, en 15, je veux qu'on tienne ce niveau-là. Et là, ça sera
Je sais qu'on va descendre. Je pourrais même prendre ici le petit scalp d'une centaine de dollars parce que j'ai l'impression que c'est plutôt vers là qu'on se dirige. Et y compris, vous pouvez éventuellement le voir, voilà, avec une forme de temporalité, on va dire. C'est-à-dire qu'on irait peut-être aujourd'hui vers 11h15, dans une heure. Le prix va petit à petit dégager, venir prendre 51,2. Là, on est plutôt à 51,3. Mais voilà, d'une certaine manière, ici, j'ai mon niveau de liquidité qui se trouve plutôt par là. Donc une mèche sous ce 15 minutes. Je peux très bien me positionner comme ceci. Voilà l'idée. Encore une fois, on a dérivé sur la price action, etc. Pas mal de choses. Il est possible, bien évidemment, que le prix aille plus bas, que le prix se retourne, etc. Et on va dire que même ici, on est quelque chose qui dégueule beaucoup plus. J'ai aucun problème avec ça. Mais pour moi, le seul truc inquiétant, et j'en ai déjà parlé hier, c'est les niveaux d'open interest qui sont relativement importants. Et vous voyez qu'on nettoie de l'open interest plutôt quand on fait des mouvements vers le bas. D'accord ? Ça veut dire que les longueurs tiennent leur position. On va dire les shorters sont, comme ils sont contre-tendance, ils vont plus aller se faire stop loss assez rapidement. Donc ça close du contrat aussi, mais pas sur des niveaux, pas sur des liquidations comme cela aussi importantes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, aujourd'hui on va parler du channel. Qu'est-ce qui vous plaît dans le channel? Qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que c'est trop routinier pour vous? C'est-à-dire c'est un peu toujours la même analyse. Est-ce que vous apprenez des choses aussi? C'est-à-dire est-ce que vous estimez que c'est vraiment de la grosse valeur ajoutée? Est-ce que vous voudriez que ça soit moins long, plus long, etc. Donc allez-y de vos critiques, j'ai aucun problème avec ça sincèrement. Si vous venez vraiment apporter de la vraie critique, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent tous les jours, il y a beaucoup de gens qui me suivent en intermittence quand ils ont vraiment besoin, entre guillemets, d'une analyse, on va dire, en short time frame, ou en tout cas une analyse un petit peu différente, qui me suivent également. Mais en tout cas, voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. J'ai peut-être des petits changements de prévus sur certaines choses, notamment probablement être beaucoup moins long sur la liquidité et garder ça pour les vidéos affiliées uniquement, c'est-à-dire passer beaucoup plus vite en fait finalement sur les niveaux de funding, etc., toutes ces choses là, et peut-être également raccourcir la partie technique. Voilà, garder un peu tout ça plus pour les affiliés. Est-ce que ça vous plairait que ça soit plus court mais moins complet, je parle là bien sûr des vidéos publiques, ou alors est-ce que vous êtes ok avec le format tel qu'il est aujourd'hui? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, à très bientôt, à demain, ciao ciao.